Bonjour. Du point de vue du locuteur contemporain du français, la langue apparaît normée. Or, non seulement le terme de norme est tout à fait récent, mais l'évolution de la langue, comme le note notre invité, a été plutôt lente. Et dans ce processus, le rôle de Paris, ville qui résonne en permanence de ce que notre invité appelle le bruit des langues, formant, tout en remaniant en permanence la langue, eh bien, entre langue morte et langue vivante, entre langue parlée et langue écrite, c'est cette aventure incarnée que nous conte aujourd'hui le linguiste Gilles Sioufi, auteur de Paris-Babel. Autre incidence des mots, celle du patronyme. Le dernier livre de Vanessa Springora, chroniqué par Hélène de la Bouillerie, pour notre chronique culture, et enfin, toujours plus près de la famille, un écho du prochain congrès européen de psychanalyse avec Mathieu Siriot, qui nous parlera donc de ce thème, le malaise dans la famille, et Mathieu est d'ores et déjà avec nous sur le plateau. À tout de suite. Monsieur Sioufi, c'est une très grande chance de vous avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Mathieu. Donc Monsieur Sioufi, vous êtes professeur en langue française à la faculté de lettres de la Sorbonne et vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vos travaux sur la langue, sur l'histoire de la langue, et vos travaux montrent la tension qu'il existe entre deux pôles dans la langue, la volonté de standardisation d'un côté de la langue et ce qui la déborde, son usage réel et son invention constante. La sortie de votre dernier ouvrage aux éditions Actes Sud, Paris-Babel, est toute récente et c'est elle qui nous donne l'occasion de vous recevoir aujourd'hui, occasion dont nous sommes très heureux. Paris-Babel n'est pas une histoire de la langue française, ça vous l'avez déjà écrite dans un autre ouvrage. Son objet est la langue telle qu'elle s'est incarnée dans un lieu, Paris, telle qu'elle a été parlée par les gens qui habitent ce lieu, telle qu'elle s'est incarnée dans le corps social, pourrait-on dire. D'ailleurs, la langue telle qu'on la parle, la langue parlée, comment l'avez-vous étudiée ? Alors, effectivement, ce livre raconte l'histoire de ce qui s'est dit au ras de la réalité. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas une histoire de la langue française. Je ne me place pas du point de vue de la langue, je me place du point de vue des usagers, des sujets, et de ce qu'ils disent, de ce qu'ils utilisent comme langage au quotidien, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et j'ai choisi dans ce livre d'examiner cette problématique sous l'angle d'un lieu et sous l'angle d'une histoire, c'est-à-dire Paris comme lieu où il y a eu particulièrement beaucoup d'usages au travers de l'histoire, des débuts jusqu'à nos jours. Donc ce livre part des Gaulois jusqu'à 2025. Et j'ai considéré que les usagers, les sujets, n'étaient jamais dans un usage simple de la langue. On ne peut pas dire qu'on parle une langue, on peut dire qu'on fait quelque chose avec une langue, que ce soit un dialecte, un parler, un argot. Et donc j'ai essayé de montrer comment les sujets parlants, dans leur vie, au fil des siècles, ont fait des choses avec la langue française, mais aussi avec d'autres langues. Et dans ce livre, il est beaucoup question de langues étrangères, d'autres langues que le français, puisque beaucoup de langues étrangères ont été parlées dans l'histoire de Paris, des langues régionales, et aussi toutes sortes de ce que j'appellerais des parlures, c'est-à-dire des façons d'adapter le langage pour son usage, l'usage individuel, l'usage d'une communauté. Et de ce point de vue-là, j'ai naturellement beaucoup développé ce qu'on appelle traditionnellement l'argot ou les argots,
comme justement des lieux où on manipule la langue, où on fait quelque chose avec la langue. Oui, vous avez cette formule, la langue, on la manipule. Oui, c'est-à-dire que je ne considère pas qu'on parle véritablement une langue parce que aucun d'entre nous n'a exactement la même langue qu'une autre personne. Nous faisons tous des choses différentes avec les langues. Nous avons des histoires différentes, nous avons un rapport différent avec ce que nous parlons. Il y a une subjectivité qui est fondamentale pour moi et ce que j'appellerais un sentiment de la langue. Et donc, nous bricolons en permanence des usages et nous inventons plus dans la langue que nous ne reproduisons en réalité. Alors, dans votre ouvrage, qui est au fond qu'on peut prendre, on peut le lire linéairement ou bien on peut le prendre à n'importe quel endroit parce que c'est rempli d'anecdotes absolument croustillantes. On découvre des mots qu'on connaît plus ou des mots qu'on connaît et dont on ne savait pas du tout l'origine. Dans ce sens-là, ça n'est pas un ouvrage qu'on est obligé de prendre de façon linéaire. On a le sentiment que finalement la langue est parfois maîtresse de l'histoire. Enfin, du moins, c'est une question que j'avais envie de vous poser. On a, par exemple, des envahisseurs qui adoptent les coutumes, la religion et la langue de ce qui va devenir la France. Par exemple, les Visigoths, c'est assez surprenant, finalement. Qu'est-ce qui fait que la puissance d'attraction d'un idiome par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de l'évolution des langues ? Alors, j'ai sous-titré cet ouvrage Histoire linguistique d'une ville-monde, mais je dirais que c'est une histoire humaine autant que linguistique. Parce qu'en fait, ce sont les hommes qui font la langue. La langue n'existe pas dans la réalité. C'est un peu une abstraction, ou les langues n'existent pas dans la réalité, c'est un peu une abstraction. Donc, c'est évidemment toujours l'histoire qui est première. Et dans ce livre, il est évidemment beaucoup question d'histoire politique, d'histoire culturelle, d'histoire sociale, d'histoire humaine, d'immigration, de mouvements de population, de démographie, etc., de rapports entre les milieux sociaux, etc. Parce que c'est ça qui est le creuset, en fait, de ce qui va authentiquement se parler dans la réalité. Alors, vous évoquiez des anecdotes croustillantes, merci. J'ai effectivement essayé, dans ce livre, de raconter au maximum et de raconter le détail, parce que ce qui m'intéressait, surtout dans les questions linguistiques, là, dans ce livre, c'est le détail et ce que le détail dit. J'ai été assez stupéfait moi-même, j'ai beaucoup appris en écrivant ce livre, bien sûr, mais j'ai été assez stupéfait moi-même de découvrir tout ce que des locuteurs ont pu faire à la langue française, par exemple, à l'occasion de l'histoire. J'ai découvert des suffixes tout à fait inconnus, par exemple, le suffixe go qu'on employait au 19e siècle pour dire ici, on disait ici go, là go, etc. Bon, ce sont des sortes de petites modes langagières qui n'ont pas duré, qui n'ont rien donné au fil de l'histoire de la langue française, mais qui, en leur temps, ont dit quelque chose et ont été le reflet d'une dynamique sociale et culturelle particulière. Vous avez évoqué l'argot, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, la manière dont, finalement, peut-être l'argot n'est pas tout à fait ce que l'on croit. Alors, il y a une première définition de l'argot qui est une définition communicationnelle, pour ainsi dire. C'est la définition sociale, c'est-à-dire le langage codé d'un milieu qui a développé ses propres usages pour des raisons professionnelles au sens large. Et effectivement, on peut dire que l'argot des mendiants, l'argot des voleurs, des prostituées, etc., a été développé aussi pour des raisons professionnelles et parfois aussi par désir de ne pas être compris du commun des mortels. Par exemple, le mot truc, qui était un mot d'argot, qui était un mot à tout faire et qui signifiait ce dont on veut parler, ce dont toi et moi, on voit bien de quoi il s'agit, mais celui qui nous écoute ne saura pas. Et donc, c'est une sorte de mot qu'on peut remplir avec un peu ce qu'on veut. Et alors ça, c'est la définition en quelque sorte communicationnelle, qui est très intéressante. Mais j'ai aussi mis en avant une autre définition possible qui est en rapport avec ce que j'appelais tout à l'heure le bricolage. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose avec la langue et on la déforme en permanence. Et l'argot, pour moi, ça fait partie de ce plaisir
vraiment subjectif et qu'on partage tous, de déformer la langue et d'en faire autre chose que ce qu'elle est. Et pour moi, un certain nombre des argots parisiens dans l'histoire ont poussé très loin cette dynamique, cette logique. Alors ça nous intéresse parce que la question de l'argot, c'est donc ce que vous nous faites entendre, c'est à la fois le côté, la connotation qui peut avoir de péjorative dans l'argot, quand même. Oui, bien sûr. Une stigmatisation, une marginalisation de l'argot. Et en même temps, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a toujours eu une grande fascination pour l'argot et une certaine valorisation aussi. Parfois ludique. Le premier dictionnaire d'argot date du tout début du XVIIe siècle. C'est très tôt, et je le signale, c'est avant le premier dictionnaire de l'Académie française. Donc, on s'est intéressé à ces langages un peu spéciaux, comme on disait, avant de s'intéresser au français standard à proprement parler. Et puis, au XIXe siècle, il y a eu toute une littérature, bien sûr, qui a utilisé de multiples argots, les mystères de Paris de Gensu, Balzac s'est intéressé à l'argot de tous les milieux sociaux, pas seulement les milieux populaires, bien sûr Hugo, ensuite il y a eu les chansonniers, puis bien sûr avec le XXe siècle, le cinéma, etc., la chanson. Donc d'une certaine manière, les argots ont été aussi fortement valorisés et même esthétisés. Vous diriez que l'argot contient d'une certaine manière une certaine énergie de la langue? Ah, complètement. Pour moi, l'énergie de la langue, c'est justement ce qu'on fait avec la langue. C'est-à-dire, la langue n'est pas un donné, une chose morte, mais c'est une énergie qui passe par nous, c'est-à-dire elle nous est transmise à un certain degré, nous en faisons quelque chose d'autre que ce qui nous a été transmis et nous la retransmettons à d'autres personnes ensuite. Donc c'est une circulation d'énergie absolument. Mathieu? Non, justement, est-ce que vous pouvez un peu plus développer ça? Parce que c'est quand même passionnant ce que vous dites, entre d'un côté le bricolage au fond de chacun et en même temps la langue commune. D'ailleurs, vous avez écrit 2 livres vraiment fantastiques sur l'histoire justement de la langue française, et dans cet ouvrage, on voit comment, au fond, la langue commune se développe avec ce que vous appelez cette énergie de la langue. Donc, cette dimension à la fois, cette mise en tension entre le bricolage de chacun et en même temps la langue commune, son énergie qui a l'air là un peu de dépasser au fond tout un chacun. Est-ce que vous pourriez un peu plus déplier ces 2 dimensions? Mais merci de citer l'histoire de la phrase française que j'ai dirigée et dont je ne suis pas l'auteur. J'ai écrit le seul auteur, j'ai écrit un chapitre dans cette histoire. Mais pour moi, par exemple, la phrase, c'est typiquement une sorte de catalyseur d'énergie à l'écrit et à l'oral, même si la notion de phrase est quand même moins sensible à l'oral. Mais pour des écrivains, par exemple, il est fondamental de concevoir leur travail autour de la notion de phrase, qui est un vecteur d'énergie. Aucune phrase, pratiquement aucune phrase que nous produisons dans la vie, nous l'avons entendue telle qu'elle, nous la fabriquons. Donc la phrase est une invention permanente à l'intérieur d'une langue. Et pour ce qui est des contacts que nous pouvons avoir avec d'autres langues étrangères ou des argots dont nous venons de parler, effectivement, aussi, il s'agit d'une fabrique d'énergie. Et je pense que, bon, sans vouloir trop philosopher, entre guillemets, hein, l'être humain est un être de langage et un être d'énergie, précisément. Un être créateur par le langage. Et dans ce livre Paris-Babel, j'ai essayé de mettre en avant tout ce qu'il pouvait y avoir de créateur dans les usages linguistiques de l'histoire de Paris, et y compris des usages qui n'ont rien donné. Hein. J'ai essayé d'exhumer dans ce livre toutes sortes de fantaisies verbales aussi des usagers qui n'ont laissé aucune trace dans l'histoire de la langue française. Donc ce n'est pas une histoire de la langue allant de son début, entre guillemets, vers ce qu'elle aurait donné aujourd'hui. C'est autre chose que j'ai essayé de faire. Bon, c'est le moment de notre intermède. Je vous propose d'accueillir maintenant Hélène de la Boulerie pour l'écho de la culture, qui va porter sur le dernier livre de Vanessa Spingoura qui s'appelle Patronyme, ce qui n'est pas n'importe quel mot de la langue française.
Hélène de la Gouillerie, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychanalyste à Paris et vous allez nous parler donc de ce deuxième ouvrage de Vanessa Springora qui s'intitule de façon très nette « Patronyme ». Oui, alors le point de départ du récit, c'est la mort de son père, quelques jours seulement après la publication du consentement, si bien qu'elle a pu penser que c'était son livre qui l'avait tué. C'est un père qui l'a délaissé toute son enfance, qui était un véritable courant d'air. Le père est mort tout seul et il a fallu l'intervention des pompiers pour forcer sa porte et pour le trouver au milieu d'un fatras innommable quelques jours après son décès. Cet homme avait connu une certaine superbe dans sa jeunesse. Élégant, cultivé, il parlait plusieurs langues. Mais sa vie fut un échec total sur tous les plans. Il était mythomane et n'arrivait pas à garder un travail, et il s'est laissé dégringoler petit à petit jusqu'à se couper du monde. Il souffrait visiblement de ce que Lacan a pu appeler une maladie de la mentalité, son habit venant recouvrir une inconsistance, un flottement. Quelle est la folie du père ? D'où vient la folie de son père ? C'est la question de Vanessa Springora au début de son récit. Alors, pourquoi a-t-elle donné ce titre-là, patronyme ? Alors, patronyme, parce que le nom, c'est la seule chose que lui laisse son père. Un nom voué à disparaître puisqu'elle est la dernière à le porter. Elle s'est toujours interrogée sur ce nom étrange, venu d'ailleurs, dont elle pressentait qu'il recelait un secret. Citant Lacan, elle fait l'hypothèse que le nom du père qui lui a été transmis contient l'énigme de la folie de son père et de sa difficulté à être au monde. En vidant les affaires de son père, quelque temps après sa mort, elle découvre une photo de son grand-père jeune homme en uniforme nazi, ainsi qu'une carte d'identité où l'on a ajouté maladroitement un petit A à la fin du nom. C'est le début d'une quête haletante sur les origines de son patronyme et sur ce grand-père bien-aimé, parce qu'elle est persuadée que cela lui donnera la clé d'un secret familial honteux. Oui, donc comme toujours dans ces histoires de secrets, c'est peut-être pas le secret qui compte, c'est une histoire finalement de déguisement. Est-ce qu'elle va trouver quelque chose de l'ordre du secret, ou bien est-ce que tout ça n'apparaît que comme des maquillages ? En tout cas, son enquête va l'amener très loin. C'est-à-dire que son enquête l'amène d'abord en Tchéquie, où elle retrouve des membres de la famille de son père, à l'endroit où l'histoire singulière de son grand-père rejoint l'histoire avec un grand H. Sa recherche l'a fait voyager à travers l'Europe centrale, à l'époque du Troisième Reich, dans cette région des Sudètes, où les Tchèques d'origine allemande ont acclamé l'arrivée des nazis. Elle mène une enquête de détective pour retracer le parcours de son grand-père, de la Tchécoslovaquie, en passant par l'Allemagne nazie, jusqu'à son arrivée en France à la fin de la guerre. Ces découvertes viennent invalider le récit familial d'un grand-père, un héros ayant fui la Wehrmacht pour arriver en France à la fin de la guerre en sauvant un wagon de tziganes. Elle cherche à savoir dans quelle mesure son grand-père a cru à l'idéologie nazie, dans quelle mesure il y a adhéré. A-t-il participé activement à l'extermination des Juifs ? Il restera des zones d'ombre, mais elle découvre un jeune homme fasciné par l'idéologie nazie, s'étant engagé volontairement dans la Wehrmacht, mais aussi ballotté par les hasards de l'histoire, aventurier et déserteur et amoureux de sa grand-mère. Est-ce que essayer de comprendre, c'est chercher à l'excuser ? Elle remarque qu'elle s'est vraiment acharnée à démontrer les crimes de son grand-père, seule explication selon elle à la folie de son père. Mais ce qui ne passe pas, c'est le mensonge. C'est l'impossibilité de son grand-père à en dire quelque chose et à faire face à ce passé. Alors, Vanessa Springora débute son livre en citant Lacan ? Mais oui.
Elle débute son livre en citant le nom du père et elle le termine en citant les noms du père. Expression qui lui a toujours paru obscure, mais qui finalement, au terme de son récit, lui paraît résonner et dire quelque chose de l'errance de son père. Ce père savait quelque chose du secret du grand-père qui transpirait, de cette honte. Il en savait quelque chose, mais il n'a pas pu l'affronter. Cela a fait retour dans certains engagements de son père à certaines époques de sa vie, notamment auprès de Tixier-Vignancourt. Et finalement, il était non dupe de quoi ? Il était non dupe du langage, en ceci que le langage permet de s'approcher d'une vérité, certes pas toute, mais d'en savoir quelque chose pour lui et d'inscrire son existence dans un récit et dans une histoire. Et c'est ce que cherche à faire, à accomplir Vanessa Springora par l'écriture de ce livre passionnant. Merci. Merci. Bien, écoutez, nous pouvons reprendre avec Gilles Sioufi la suite de notre entretien, si vous voulez bien. On a dans l'exemple du nazisme, comme dans celui de la Révolution française que vous citez dans votre ouvrage, on a des exemples de volonté d'agir directement par la législation, par la force, par les normes sur la langue. Et on va essayer de consacrer la deuxième partie de cet entretien à cette tension que vous figurez, il me semble, très bien dans votre ouvrage, entre l'usage et la norme. Et il y a des anecdotes aussi très parlantes de... vous allez peut-être nous en donner quelques exemples de mots qu'on a voulu finalement interdire et qui ont traversé l'histoire, et d'autres qu'on a voulu promouvoir et dont on n'entend plus parler. Et cette tension, elle commence assez tôt. J'avais noté qu'il y avait, par exemple, ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, déjà à l'époque, une volonté de normer, et avec des effets paradoxaux inverses de ceux escomptés par la norme. Oui, je dirais que si on part de l'idée de langue en général, il y a beaucoup de malentendus dans les discussions qu'il peut y avoir sur des questions de langue, parce qu'on ne sait pas à quel pôle de référence on se réfère. On peut se référer au moins à 3 pôles différents. Ce qu'on appelle langue, ça peut être 3 choses différentes. Ça peut être ce qu'on appelle le système de la langue, c'est-à-dire ses possibilités, notamment de construction, de morphologique, comme on dit, c'est-à-dire par exemple ses suffixes, ses préfixes, ses conjugaisons, etc. Et là, on doit reconnaître que le système n'est jamais exploité de façon totale à aucun moment de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui est immergée. Nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg, et cet iceberg tourne en quelque sorte au fil de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui remontent et d'autres qui s'immergent à nouveau, des mots qui disparaissent, etc., qui étaient possibles, que tout le monde comprendrait si on les refaisait, mais qui ne sont pas dans l'usage. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, il y a l'usage. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'usage ? C'est, disons, la totalité, si on peut l'imaginer, de tout ce que les gens disent à un moment donné. Et puis, il y a quand même des normes, c'est-à-dire au moins ce qui se dit le plus généralement, ou parfois ce qui est prescrit. Et dans ce livre, effectivement, j'ai essayé de montrer cette tension, comme vous le dites, entre ces pôles au travers de l'histoire linguistique de Paris, parce que Paris a été, d'une certaine manière, le lieu où c'est en grande partie fait la norme. Ça a été le lieu essentiel du pouvoir royal au Moyen-Âge, puis au XVIe siècle, et puis sous l'Ancien Régime, puis la Révolution s'est en grande partie faite à Paris, et ensuite disons que toute la construction des diverses républiques s'est faite sur le mode d'un centralisme. Donc le français standard s'est malgré tout en grande partie fait à Paris. Et d'un autre côté, Paris a été le lieu d'une agitation linguistique comme on en rencontre peu ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'usages différents qui ont perturbé en permanence cette norme. Oui, alors justement par rapport à cette volonté de standardiser, disons, la langue, il y a les décisions politiques, par exemple celle de François Ier, celle de la création de l'Académie, par exemple, pour essayer
concevoir, enfin de garantir une belle langue, ce qui viendrait la garantir. Et puis il y a aussi les éruptions populaires qui viennent jouer aussi sur cette langue. Et alors, on parlait en première partie d'émission, j'avais envie de vous demander de nous raconter un petit peu ça, en première partie de l'émission, d'anecdotes croustillantes. Il y a par exemple ce que vous racontez juste après la Révolution française, où une fois qu'on a guillotiné Robespierre, on a envie de frivolité, le monde a envie de s'amuser. Et alors, il se passe quelque chose avec les R qui paraissent très virils. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote pour que nos auditeurs entendent? Oui, effectivement, il y a eu toutes sortes de fantaisies de prononciation dans l'histoire, hein, et notamment cette mystérieuse transformation du R en L, ou bien purement disparition, que certains appelaient une maladie de prononciation à l'époque, ou le labdacisme, comme disait Mercier, c'est-à-dire transformation du R en L, ou escamotage. Et alors l'épisode est fameux à cause de ces deux types de personnages masculins et féminins qu'on appelle les incroyables et les merveilleuses, donc qui ont fait sauter ce R. Alors, sur ce R dont on a pu dire, mais bon, c'est une sorte de fantasmagorie, que c'était le R de révolution, hein, qui était ainsi passé à la trappe, pour ainsi dire, eh bien, il y a eu aussi, on lui a prêté toutes sortes d'origines. On a dit que, Joséphine de Beauharnais, ensuite, qui était créole, et avait une prononciation un petit peu différente du R parisien, etc. On a projeté toutes sortes de fantaisies sur ce R. Mais c'est intéressant comment un signifiant, hein, puisque vous savez qu'en linguistique on parle de signifiant dans ce cas, eh bien, attire toutes sortes de représentations, de fantasmes, etc. Là, on voit que c'est la lettre qui vient condenser, en deçà du signifiant, du coup, qui vient condenser quelque chose d'insupportable qui était la méchanceté, une certaine méchanceté attribuée à la Révolution ou à Robespierre. Peut-être, effectivement. Mais en tout cas, je cite dans le livre d'autres épisodes de compensation, entre guillemets, après la terreur. Il y a eu, effectivement, on a organisé des balles de victimes qui étaient censées, où on ne pouvait entrer que si on avait des parents victimes. On se saluait d'un coup sec de tête à la victime, on se coiffait à la victime, c'est-à-dire avec une nuque très dégagée. Enfin, vous voyez tout ce genre de fantasmagorie auquel on a pu se livrer. Là, on dépasse un peu le domaine linguistique, mais le domaine linguistique est pris dans tout un ensemble culturel et d'attitudes humaines à l'égard de l'histoire aussi, bien sûr. Mathieu ? Oui, moi je voudrais vraiment insister sur, au fond, comment dans vos ouvrages, dans votre travail, comment on ressent la différence entre le langage et la langue, et cette puissance et cette énergie de la langue. Ça, je trouve que, et même au travers de tout ce travail que vous avez fait avec Alain Ray sur l'histoire, au fond, de la langue, on entend surtout la question de la puissance et, je trouve, de l'énergie. Et si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais aussi, au fond, comment la langue, elle est révélatrice d'une époque. Alors moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'au fond, la langue d'aujourd'hui, elle dit de notre époque? Et en quoi vous pourriez nous renseigner sur ça, sur la langue d'aujourd'hui et en lien avec notre époque, s'il vous plaît? Alors, je pense que l'idée de langue, comme je le disais tout à l'heure, expose à beaucoup de malentendus. Ça dépend ce qu'on entend par langue, et je pense que, en fait, les représentations de la langue peuvent être assez diverses. Moi, je conçois la langue comme une sorte de surface de projection sur laquelle on projette toutes sortes de choses qui ne sont pas réellement linguistiques. Par exemple, on demande souvent quelle est la différence entre langue et dialecte. Mais linguistiquement, il n'y en a pas. Simplement, c'est la façon de se représenter un parler qui va le transformer, et puis par des circonstances politiques, culturelles, sociales, en langue, par rapport à un dialecte. Donc aujourd'hui, je pense que si la question porte sur les représentations qu'on a de la langue aujourd'hui, je dirais que cette représentation est vraiment tiraillée entre au moins deux pôles qui sont l'un un pôle de standardisation et de conformisme, entre guillemets, de conformation plus exactement
à des usages qui doivent être répandus, adoptés, etc. Et ici, l'enseignement joue indiscutablement un grand rôle dans l'adoption de cette conformation. Et de l'autre, des parlures, ce que j'appelle des parlures, c'est-à-dire une espèce de différenciation énorme entre toutes sortes de choses. Et là, les frontières linguistiques éclatent. Je consacre dans le livre une page à Aya Nakamura pour montrer justement comment elle est actuellement le lieu d'un enjeu autour de ces représentations de qu'est-ce qu'on peut appeler la langue. Et ce que je dis à propos d'elle, c'est que ce sont des objets, des chansons, où visiblement elle a pris un malin plaisir à mettre les uns à côté des autres des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc des mots issus de plein de langues, espagnol, anglais, verlan, romani, etc. Et ça crée autre chose qu'une langue. Et pour en revenir à la question de l'énergie, justement, c'est ce mélange, c'est ce langage qui crée une énergie nouvelle. Et une partie des débats porte sur l'importance de cette énergie, en fait, parce qu'on ressent qu'il y a une énergie considérable qui est dégagée, mais on ne se l'explique pas complètement. Et ça, pour certains, c'est gênant. Vous seriez d'accord avec nous pour dire finalement que chacun est un peu une tour de Babel? Probablement à des degrés différents. C'est-à-dire qu'il y a des babels entre langues, et ça, dans le livre, comme vous l'avez vu, j'attire beaucoup l'attention, c'est une histoire plurilingue, j'attire beaucoup l'attention au contact qu'on peut avoir avec d'autres langues, et à notre expérience qu'on peut avoir des langues étrangères. C'est une babel aussi par nos usages propres, disons, et oui, et c'est une babel à l'intérieur de la langue française. Moi, je conçois aussi la langue française comme une babel. Oui, chacun, peut-être autre proposition, chacun est une langue privée. Et quand vous dites que c'est peut-être une surface de projection, quand vous donnez l'exemple de l'argot, finalement, c'était la dénomination d'une certaine catégorie miséreuse de personnes qui devient ensuite le nom de leur langage, de leur parlure. Oui, au départ, argot signifie effectivement une catégorie de population. On les appelait d'ailleurs les argotiers, hein, et on disait le jargon de l'argot. Donc, mais le mot jargon ou le mot patois sont des mots très intéressants qui sont totalement négligés aujourd'hui en linguistique, mais qui pour moi sont très intéressants parce qu'ils reflètent justement cette fabrication, cette manipulation qu'on peut faire sur la langue. Et au départ, évidemment, l'argot des miséreux était considéré comme mal vu, mais en même temps, il était envié. C'est un objet de désir. Et le livre, le dictionnaire de 1628, le jargon de l'argot réformé, essaye de donner accès justement aux bourgeois qui voudraient avoir cette clé impossible de cet argot des miséreux. Va leur révéler. Donc il y a un aspect secret, il y a un aspect révélation dans cet accès à l'argot. On va vous donner la clé de ce langage mystérieux que parlent les gueux. Et puis on voit qu'ensuite, le mot argot va être transplanté à toutes sortes de milieux sociaux, puisqu'il y a un linguiste fameux qui a fait sa thèse sur l'argot de Polytechnique. Bon, eh bien, merci, Monsieur Soufi. C'est le moment de terminer cette séquence. Je vous propose que nous en restions là, peut-être on pourrait la finir avec un mot de Malherbe à Henri IV que vous nous rappelez dans Paris-Babel. Quelque absolu que vous soyez, vous ne sauriez, sire, ni abolir ni établir un mot si l'usage ne l'autorise. Ce qui renvoie peut-être chacun à la responsabilité qu'il fait de l'usage de la langue. Absolument. Donc nous allons maintenant nous pencher sur un autre lieu dans lequel on apprend à se fabriquer une langue, qui est aussi marquée par les discours hégémoniques du moment, la famille au XXIe siècle. C'est maintenant le moment de l'actualité de la psychanalyse. Eh bien, toujours avec Mathieu Siriot, qui était déjà sur notre plateau. Merci Mathieu d'avoir accepté de nous parler d'une actualité qui est celle du prochain congrès européen de psychanalyse qui aura lieu cet été.
et qui porte comme thème la famille. Et vous avez choisi une difficulté, faire famille au XXIe siècle. Hein. Voilà, c'est ça. Alors donc, pour commencer, donc, je dirais qu'aujourd'hui, pour la plupart des êtres parlants, la famille n'est plus envisagée comme un groupe naturel et intangible, voire n'est plus considérée comme strictement symbolique. Au fil du temps, elle est en effet devenue modelable à l'infini, suivant ainsi l'idéologie dominante de notre époque, à savoir l'individualisme moderne. Pour le dire autrement, de nos jours, à chacun sa norme, à chacun sa façon de faire famille, qu'elle soit biparentale, monoparentale, triparentale, homoparentale, etc. Alors, pourriez-vous revenir sur l'individualisme, à savoir cette idéologie moderne qui a modifié les mœurs de la famille? Alors, donc, Louis Dumont, anthropologue français, est revenu tout au long de son œuvre sur ce triomphe initié au siècle des Lumières de la valeur individualiste, si caractéristique de nos sociétés modernes, par opposition aux sociétés traditionnelles, holistes, fondées sur la hiérarchie et le groupe. Pour les modernes, écrit-il, l'être humain, c'est l'homme élémentaire, indivisible sous sa forme d'être biologique et en même temps de sujet pensant. Chaque homme particulier incarne en un sens l'humanité entière. Fin de citation. C'est de cette dernière phrase, explique Dumont, que prennent corps les deux grands idéaux de l'âge moderne et démocratique, à savoir chaque homme doit être libre et tous les hommes sont égaux. L'individu, libéré de toute hiérarchisation féodale, de la monarchie absolue et de toute autorité divine, s'est consacré à partir de la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui à son progrès, à son bonheur et à sa destinée propre. Mais alors qu'est-ce que ça change pour la famille ? Alors donc la famille moderne, ce modèle, évolue selon cette conception nouvelle de l'homme. Alexis de Tocqueville explique dans son ouvrage « De la démocratie en Amérique » que l'aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi, alors que la démocratie brise cette chaîne et met chaque anneau à part. Par conséquent, chez les peuples démocratiques, écrit-il, je le cite, de nouvelles familles sortent sans cesse du néant, d'autres y retombent sans cesse, et toutes celles qui demeurent changent de face. La trame des temps se rompt à tout moment, et le vestige des générations s'efface. Fin de citation. Tocqueville évoque ainsi dès le milieu des années 1800 la montée de l'individualisme, c'est-à-dire de cette addition de sujets indivisibles et seuls, et la pluralisation des modes de vie, des manières de faire famille qui en découlent. Fondamentalement, la famille n'existe plus, mais bien des familles. Dans son ouvrage « La vie de famille au XIXe siècle », l'historienne Michèle Perrault en rend compte. L'effervescence des modes de vie et l'émancipation des rôles de l'enfant, de la mère et du père ont rendu, dit-elle, la famille plus variable et plus floue. Une des causes qu'elle avance est l'imprégnation dans la vie mondaine des discours de la science et du capitalisme. Jacques-Alain Miller affirme à ce titre que ces deux discours ont, au fil du temps, vaporisé le père. Il précise que de nos jours, les pratiques, par exemple, de fécondation ont pour effet d'irréaliser le statut de la parenté. La mère, prédisait-il, sera la prochaine à être vaporisée. Pourriez-vous préciser les conséquences de ces discours sur les familles au XXIe siècle ? Bien sûr, donc, dans son livre « Être parent dans notre monde néolibéral », Michel van den Broek, professeur en pédagogie de la famille, fait valoir tout d'abord la privatisation et la marchandisation actuelle de la petite enfance. Le parent consommateur, comme il le nomme, est devenu un parent isolé, seul. Par ailleurs, il a été délogé de son savoir sur son enfant au profit d'un discours constant de soutien à la parentalité, composé d'études neuroscientifiques et comportementales. Le parent contemporain n'est plus considéré comme un être aimant et désirant, mais selon sa compétence à accumuler et à apprendre des savoir-faire préétablis. Selon cette idéologie, il est d'un côté déresponsabilisé subjectivement
et de l'autre, il est tenu pour seul responsable de la réussite de ses enfants, de son propre sort, soit de son capital bonheur. L'effet de cette logique est source donc de malaise dans la famille, pour reprendre le titre du prochain congrès européen de psychanalyse. En effet, les parents de nos jours, comme ils ont l'habitude de le dire, se débrouillent, essaient de gérer cette quête incessante et insatiable d'un toujours plus de bonheur, et ça se consomme si bien que ça se consume, pour reprendre une citation de Lacan sur le capitalisme, que ça peut en devenir intenable, comme en témoigne l'apparition de ce nouveau symptôme, le burn-out parental. Alors donc pour finir, je dirais donc que l'individualisme moderne ou contemporain, façonné par les discours de la science et du capitalisme, a comme conséquence de dévoiler au grand jour le célèbre aphorisme de Lacan « Il n'y a pas de rapport sexuel ». La chute des discours traditionnels et des idéaux communs renvoie un peu plus chaque être parlant à sa propre solitude et surtout à sa jouissance solitaire. Notre culture de l'addiction en tout genre en témoigne. Toute forme de lien social, familial ou conjugal, est ainsi considérée par la psychanalyse comme une invention, un dire inventif vis-à-vis d'un réel impossible qui est le rapport sexuel. Cette boussole est fondamentale pour s'orienter au-delà de toute morale dans un monde, comme le dit Jacques-Alain Miller, beaucoup plus broyé, beaucoup plus incohérent, beaucoup plus bout de réel qu'il n'a jamais été. La psychanalyse fait ainsi une place comme nulle autre expérience à ce qu'il y a de plus incohérent chez chaque être parlant. Le pari d'une analyse est précisément de condescendre la jouissance au désir en faisant advenir la cause du désir du sujet. C'est alors la singularité d'un lien social, par exemple familial ou conjugal, unique en son genre, qui se dévoilera au grand jour. Bien, merci beaucoup sur cette évocation de la nécessaire invention, de la liberté, l'invention de la langue, l'invention de la famille, l'invention de son histoire, malgré les faillites du signifiant et du patronyme. Ça nous permet de clore notre émission avec une semaine d'invention pour chacun. Et à la semaine prochaine à 18h.